Alors, c'est le moment des questions de la salle, mais on a un petit peu débordé le temps qui nous était imparti. Donc, je voudrais demander aux organisateurs si c'est possible ou pas de répondre à quelques questions, si vous en avez, ou s'il vaut mieux qu'on les pose tout à l'heure, à un autre moment. Qu'est-ce que vous préférez? Oui? Bon, ok. Alors, je vais prendre distribuer la parole en fonction des questions. Est-ce qu'on a des questions? Hein? Bonjour, donc je suis Joëlle Chiche, je travaille au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Et c'est en fait une question à Sébastien Gosselin que je souhaitais poser. Il a été évoqué un comité scientifique au moment de la rénovation du musée savoisien qui du coup avait un regard un petit peu de conseil, de suivi par rapport aux restaurations. Et j'ai été intéressée de savoir un petit peu comment ça avait été pensé par rapport à la rénovation et aux toutes les réflexions sur la conservation et restauration des objets avant la réouverture du musée. Alors, je me suis exprimé un peu trop rapidement. Nous avons eu un comité scientifique de restauration pour le Saint-Jean-Baptiste que je vous montrais tout à l'heure, mais pas pour l'ensemble des restaurations. La manière dont nous avons travaillé avec tous les scientifiques qui nous ont accompagnés était de manière générale pour la construction du parcours permanent. Et nous ne l'avons pas réuni sous la forme d'un comité. C'était plutôt des échanges bilatéraux réguliers. Donc voilà, on est plutôt dans un contre-exemple de comité scientifique que dans un exemple emblématique, je pense. Merci. D'autres questions? Il faut que Morgane Vaucher, restauratrice en livre aux archives départementales de la Gironde. J'ai une question au sujet de la préparation des pots, des spécimens naturalisés. Du coup, vous prenez en compte, j'imagine, la conservation à long terme quand vous préparez des pots pour de nouveaux spécimens. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire un peu ce que vous faites comme traitement sur ces pots pour qu'elles perdurent? Alors en fait, dans ma logique et de travail en fait, depuis maintenant un peu plus 2004, notamment autour du traitement de tannage, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller chercher le plus possible les compétences qui sont pas les miennes, évidemment, parce qu'en fait, moi, c'est un agglomérat d'un certain nombre de compétences qui sont mises en œuvre pour produire une naturalisation. Et en fait, je suis par exemple en 2004, je suis allé donc je me suis rapproché à Groyer, parce que moi je suis originaire du Tarn, donc où on a une ingénierie de la tannerie qui est développée. Donc je me suis rapproché d'un ingénieur qui fait notamment des tests pour des grandes entreprises, et donc je lui ai soumis mes attentes, les attendus qu'on pouvait avoir en conservation à long terme, en termes d'intervention sur ce type de pot. Et on a pu établir ensemble, en fait, c'est en étant accompagné qu'on a établi un protocole. Donc, pour ce qui me concerne, du coup, on a mis en place un tannage dans le détail, si vous voulez vraiment l'utilisation. Donc, on a mis en place deux agents tannants, un chrome bivalent et un tannage synthétique. Qui se fait soit séparément, soit en même temps, donc avec un produit qui s'appelle le Chromosame B et le Tanesco. Donc c'est développé aux États-Unis, ces produits sont développés aux États-Unis. Et donc ce sont des agents tannants qu'on retrouve dans l'industrie du tannage, qui sont utilisés en très grande quantité dans l'industrie du tannage toujours.
et qui vont permettre en fait vraiment de modifier durablement. En fait, c'est une ce sont des liaisons fortes qu'on va faire avec le collagène que constituent les peaux, et donc on va transformer vraiment cette peau en cuir. Et alors il y a un volet qui est très important qui a été apporté notamment par cette personne, c'est le volet nourriture, le fait de nourrir les peaux. Donc c'est-à-dire que c'est la part de l'eau qui va sécher de la peau, et ce produit va se substituer un peu à cette eau, et c'est un des problèmes qu'on rencontre dans les collections d'histoire naturelle. D'une part, elles ne sont pas forcément tannées, ou pas du tout, s'agissant par exemple des peaux d'oiseaux, c'est-à-dire qu'on va simplement avoir un biocide comme le savon arsenical qui va être utilisé en interface, mais les peaux ne sont absolument pas tannées, donc elles ne sont pas modifiées en termes de nature chimique. Pardon. Oui. Et donc, ce que je vous disais. Et donc, en fait, on a tout ce problème autour du fait que les peaux ne sont pas nourries. Autrement dit, on va trouver des peaux qui vont être hygroscopiques, qui vont réagir en fonction notamment de l'humidité relative, et qui vont fréquemment craqueler. Je pense que pour ceux qui ont déjà visité, ils connaissent un peu les spécimens naturalisés, notamment tout ce qui est faune africaine, dont je pense aux mammifères africains, qui ont des peaux qui sont très chargées en collagène et qui vont être traitées notamment avec des sels d'Alain. On va retrouver ce phénomène un peu régulier où la peau va récupérer de l'humidité, ensuite relâcher cette humidité, et elles vont systématiquement régulièrement travailler. Donc là, c'est vraiment un des éléments très importants de la maîtrise du tannage d'aujourd'hui, c'est le fait de nourrir les peaux, y compris les peaux d'oiseaux. Donc voilà, pour vous donner un exemple, un oiseau qui est naturalisé aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse avec ces procédés, on peut tout à fait, 2 ans après, 10 ans après, on peut tourner la tête, la peau ne se déchire pas. La contrainte mécanique est autorisée. Alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais pour vous dire, voilà, en cas de chute de l'objet, en cas de mauvaise manipulation de l'objet, on n'aura pas forcément besoin d'avoir recours du coup à restaurateur ou restauratrice du patrimoine, parce que l'objet, disons que dans sa contrainte, dans sa réalisation, les matériaux sont beaucoup moins sensibles, beaucoup moins fragilisés. Donc c'est vraiment à la fois la conservation à très long terme qui est considérée par le tannage, mais aussi la prévention des risques de chute, de déchirure. Voilà, bon, j'arrête là. Merci. Je vous le rends. J'ai une question également. Julie Delmas, Musée de Valence, toujours sur les collections de spécimens, alors plus anciens. Comment est-ce que vous intégrez dans la pratique la présence de produits toxiques tels que l'arsenic? Est-ce que vous mettez en œuvre des mesures spécifiques dans le traitement de ces spécimens? Alors, c'est une question sur les anciens produits comme l'arsenic. Comment on gère ça dans les collections? Alors, sur la partie, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Donc, en fait, on va retrouver dans le domaine de l'histoire naturelle, on va retrouver effectivement une grande gamme de biocides qui sont utilisés. Et on est, pour tout vous dire, moi qui suis en relation plutôt avec mes collègues suisses et allemands aussi, qui sont quand même très dynamiques sur ces questions-là, comme sur les aspects de préparation. Je suis notamment depuis au début de l'année une de mes collègues, Sirpa Kurz, qui est donc du musée de elle est comment ça s'appelle, à Zurich, justement a publié un article en début d'année dans la revue de référence en Suisse sur la nécessité justement d'avoir des équipements autonomes, donc ça veut dire notamment dans les cadres de décontamination, avec vraiment une aspiration, la récupération de l'ensemble des éléments polluants. Aujourd'hui, on parle de polluants. Hier, on parlait d'éléments de conservation, enfin de préservatifs, on utilisait ce genre de terme. Aujourd'hui, on parle vraiment de polluants parce que c'est problématique. Et il faut vraiment réussir à intégrer une forme de décontamination dans des conditions qui sont vraiment sécurisées. Ce qu'on a encore peu, moi, de mon point de vue, ou ce que j'ai pu voir encore jusque-là avec d'autres de mes collègues, c'est des choses qu'on a encore peu et qu'il va falloir qu'on mette en place dans les muséums de France, de bien dissocier la part de manipulation, d'utilisation des objets,
qui elles, sont moins problématiques parce qu'on a des agents qui sont relativement stables chimiquement et qui sont rémanents, mais qui ne sont pas forcément volatiles. Et donc, on n'a pas une exposition forcément directe à ces problématiques-là quand on manipule les objets, mais il faut quand même, moindre, on va dire. Donc, il faut quand même se protéger les voies respiratoires et les mains avec des gants. Mais pour les restaurateurs, pour les gens qui interviennent sur ces collections, il est quand même primordial de vraiment créer ces conditions, avoir ces conditions de décontamination, de combinaison autonome, de filtres à cartouches, etc. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que là, pour le coup, on va avoir pas mal de travail dans les années à venir pour que nos institutions se retrouvent à placer leurs agents dans des bonnes conditions pour faire ces interventions-là. Est-ce que ça répond à la question totalement ou... En partie, mais en partie, merci, ça donne des pistes en tout cas. Ok. Merci. Merci beaucoup, c'était intéressant. Je pense que ce sera la dernière question. Merci. Bonjour, Claire Bétellieu, restauratrice de peinture. Moi, j'avais une question pour la dernière présentation sur les placards et affiches. Merci d'abord pour votre présentation très stimulante. Et du coup, vous avez parlé des choix et du positif, donc de ce qui devient de ces affiches. Et j'aurais aimé savoir comment vous documentez ou du coup, ce que vous faites par rapport au manque que ça crée. D'un côté, vous disiez, on change de fond cette affiche qui avait été pliée avec son mortier au revers et inversement le placard qui n'est plus couverture. Donc comment on... Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, parfaitement. Voilà. Oui. Alors en fait, on ne change pas du tout de fond. On extrait le document en mettant un fantôme à l'intérieur du dossier. Et une fois que la restauration a eu lieu, on le conserve en magasin cartes et plans dans un nouveau conditionnement à plat, avec une cote liée qui permet que quand le lecteur commande le document, parce que c'est la spécificité des archives, il voit tout de suite qu'il y a une cote avec un dossier et un document qui a été déposé en cartes et plans, et il peut commander les deux documents pour les voir. Et pour la couverture, alors là, c'est un peu différent. Pour la couverture, en fait, j'ai pas expliqué le comment du pourquoi c'est arrivé aux archives privées, mais il se trouve que ces documents sont aux archives privées. C'est une histoire très complexe, mais passionnante. Aux archives privées, ils ont un magasin spécial où ils ont un peu plus de place. Et donc, c'est le même processus, sauf que le document ne change pas de magasin. Enfin, si je dis pas de bêtises. Et en plus, c'est un document là qui est coté à la pièce, donc il n'est pas extrait de son fond. Donc après, c'est une histoire de gestion interne. La localisation est modifiée, mais voilà. Alors, on a des dossiers de fond aux Archives nationales, puisqu'on a un collègue qui travaille sur l'histoire sur les archives des archives, plus exactement. Et donc, chaque fonds a un dossier dans lequel il va y avoir, un peu comme les dossiers d'œuvres en musée, il va y avoir le rapport de restauration ou l'historique de ces fonds. Je ne sais pas si ça vous... On va s'arrêter pour une pause déjeuner et retour vers 13h30. Bravo, c'était vraiment super.